Bonsoir, bienvenue sur le site aminata.com. Nous sommes aujourd'hui avec l'une des hautes personnalités de notre pays, la Guinée, en la personne de Madame Camara Hadja Makale, ministre des Affaires étrangères et ministre des Guinéens de l'étranger dans le gouvernement de M. Yula. Alors, elle est venue pour une rencontre ici aux États-Unis, auprès du PNUD, pour un programme bien déterminé qu'elle va nous expliquer très bientôt. Mais il faut savoir aussi que Madame fut à la fois ambassadeur de la Guinée en France et avant cela, elle a occupé plusieurs postes qu'elle aura le temps de nous expliquer pour nos auditeurs et pour ceux qui veulent savoir qui exactement est le nouveau ministre des Guinéens de l'étranger et le nouveau ministre à la fois des Affaires étrangères. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Amadou, aminata.com. Aujourd'hui, vous êtes à New York et vous êtes venu pour une rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? J'ai reçu une invitation de madame Hélène Clark, directrice du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour venir assister aux cérémonies de célébration du 50e anniversaire du PNUD. Le PNUD qui est un programme présent en Guinée et présent en Afrique, présent dans le monde. Cette réunion a regroupé 80 ministres, dont les ministres du plan de développement des affaires étrangères, et d'autres comme le Premier ministre sénégalais, le président du Togo, pour venir parler de la pauvreté, de la sécurité et d'autres questions qui concernent le monde en développement aujourd'hui. Parce que le PNUD s'est fixé l'année 2030 pour finir la pauvreté dans le monde. Alors les États du monde se sont rencontrés pour en parler et pour dire quels sont leurs plans d'action pour qu'à l'horizon 2030, la pauvreté finisse sur notre planète. C'est un très beau rêve et le monde n'est fait que par les rêves. Le monde n'avance que parce qu'il y a des rêveurs. Mais la pauvreté n'est pas un rêve. La pauvreté est une réalité de nos pays aujourd'hui. Donc, ce qui est important, est-ce que l'on va finir cette pauvreté en 2030? La volonté, elle est expresse. Elle doit l'être de la part de tous les États. La volonté est-elle suffisante? Non, il faut des moyens. Il faut des grands moyens. Et vous savez que nous, la Guinée, les pays de la Mano, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, nous sortons de presque 2 années d'Ebola. Avec Ebola, nous sommes des pays à résilience. Nous sommes des pays dans le besoin. Nous sommes des pays à économie dévastée aujourd'hui. Parce que tous les plans que nous avions élaborés hier, qui concernaient les infrastructures, les investissements, le secteur social, ont été détournés pour être placés dans la lutte contre Ebola. Et le PNUD nous a beaucoup aidés, les États du monde nous ont beaucoup aidés, les populations guinéennes elles-mêmes se sont mobilisées, mais le gouvernement en plus s'est mobilisé pour qu'aujourd'hui Ebola finisse. Ebola finit, ces économies ont besoin d'être soutenues, d'être aidées pour que nous puissions reprendre notre programme de développement. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait appelé une réunion de bailleurs de fonds, une réunion de donations pour aider les économies de ces pays de la Mano dont j'ai cité, moi, la Côte d'Ivoire, pour sortir de ce marasme dans lequel cette grande épidémie nous a plongés. Donc, la présence ici de la Guinée, c'était non seulement pour reconnaître à tous ceux qui nous ont aidés les bienfaits de leur appui, mais par ailleurs, lancer un appel à ce que les annonces qui ont été faites lors de cette réunion puissent être transformées en réalité.
que les donations qui ont été annoncées pour la Guinée, pour ces pays, soient traduites dans la réalité, puisque nous ne les avons pas encore dans la caisse. Donc il était important que la Guinée participe à cette réunion, mais aussi pour expliquer quelle est la vision du professeur Alpha Condé pour finir avec la pauvreté. Vous savez, le professeur Alpha Condé, aujourd'hui, après 60 ans, a réussi à donner de l'énergie, de l'électricité à notre pays 24 heures sur 24. C'est une avancée majeure. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir le courant tout le temps, ils ne peuvent pas savoir quel soulagement c'est pour le Guinéen d'avoir le courant 24 heures sur 24. Cela, nous l'avons compris. Et ça ne suffit pas au président. Le président veut que l'Afrique soit électrifiée. Et d'ailleurs, dans cet élan, dans tout le poids qu'il a mis dans la balance pour que l'Afrique parle d'une voix à la COP21, l'Afrique l'a élu dernièrement au sommet de l'Union africaine comme chef de file de l'électrification de l'Afrique. Le président Alpha Condé pense que si l'Afrique avait l'électricité constante, l'Afrique devrait et pourrait être l'usine du monde. Parce que nous avons les matières premières que nous n'avons jamais réussi à transformer sur place. Quand vous prenez l'aluminium, la bauxite en Guinée, nous avons eu la première usine d'alumine en Guinée depuis 1963. Mais nous n'avons jamais dépassé ce niveau pour arriver à l'aluminium. Ils pensent qu'avec l'électricité, l'Afrique, avec son grand potentiel, pourrait donc être l'usine du monde, transformée pour nous aussi vendre à l'étranger, au lieu que l'on vienne prendre toute notre matière première, la transformer et nous la renvoyer à prix coûtant. Donc toutes ces questions ont fait l'objet de notre communication à cette rencontre pour expliquer ce que c'est que la vision du président de la Guinée et ce sur quoi nous sommes en train de nous appesantir. La dernière chose que je vais dire, c'est que pour lutter contre la pauvreté, les Nations Unies, les pays du monde pensent que les jeunes qui constituent 70% et quelquefois plus de la population africaine doivent être intégrés dans la dynamique du travail. Les femmes qui en constituent les 52% ne doivent pas être en reste. Et le gouvernement guinéen actuel, le président Alpha l'a tellement compris que son gouvernement actuel est composé à plus de 60% des jeunes de 35 à 45 ans, ce qui est énorme. Et le secteur économique, il l'a confié aux femmes. Pour la première fois en Guinée, le ministre des Finances est une femme, le ministre des Travaux publics est une femme, le ministre du Plan et de la Coopération est une femme, le ministre de l'Agriculture, secteur privilégié pour le développement de nos pays, pour lutter contre la sous-alimentation, pour aboutir à l'agro-industrie, pour amorcer notre développement, c'est le secteur agricole. Et c'est une femme qui est là. Bien entendu, l'action sociale, la promotion de la femme, c'est une femme qui est là. Et moi-même, je suis ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. C'est une avancée énorme pour la Guinée. Et ça doit être une contagion pour les autres pays, pour que les femmes et les jeunes qui sont concernés par le développement puissent en être les acteurs. Et voilà ce pourquoi je suis venu à New York. Et voilà la quintessence et le contenu de la communication que j'ai faite. Et je pense que ça peut porter. Madame, vous êtes connue pour une certaine classe en Guinée et méconnue par une autre classe. Pouvez-vous nous dire exactement, depuis que vous êtes pas seulement dans ce gouvernement, vous avez commencé à travailler pour la fonction publique en Guinée, dire à nos lecteurs qui vous êtes exactement, parce que beaucoup se posent de questions. Je pense que partir, c'est mourir un peu. Je me suis absenté de la Guinée pendant 8 ans. J'étais d'abord, à partir de 2002 à 2007, ambassadeur au Sénégal, couvrant la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée. Oui, c'est ça. J'étais donc à Dakar, couvrant la Mauritanie, le Cap-Vert
la Gambie. Après le Sénégal, je fus nommé à Paris comme ambassadeur, basé à Paris pour la France, mais couvrant le Portugal, l'Espagne et en même temps délégué à l'UNESCO, représentant à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais représentant de la Guinée aussi au BIE, le Bureau international des expositions. Mais avant que je ne sois ambassadeur à Paris, je suis de formation juriste, je suis de la promotion Béanzin, je suis promotionnaire à Kassouri Fofana, je suis promotionnaire à Olga Siladine, je suis promotionnaire à Madi Kaba, je suis promotionnaire à Luceni Nabé, pour ne citer que ceux-là qui sont très connus par les Guinéens. J'ai fait droit du travail, je suis privatiste du droit du travail, et pour cela, j'ai été inspecteur général du travail de 1986 à 1990. J'étais inspecteur général du travail, chargé de rédiger les lois. Je suis co-rédactrice d'ailleurs du Code du travail à cette époque. Et j'étais l'arbitre entre le syndicat et le patronat. Donc Rabiatou Sera, on a beaucoup travaillé ensemble. Le défunt Fofana, on a beaucoup travaillé ensemble. Nous avons rédigé les conventions du travail ensemble dans les secteurs du bâtiment, dans les secteurs des mines, dans les secteurs du commerce, pour ne citer que cela. Et en 1991, on a réuni un certain nombre de cadres, au nombre de 30, dont 3 femmes, au sein du CTRL, le comité transitoire de redressement national, qui faisait office d'Assemblée nationale à l'époque. Nous avons donc rédigé tous les textes de droit qui étaient issus de la Constitution de 1990. Donc, vous parliez du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la liberté de la presse même, de la liberté d'association. Nous avons produit ces textes-là en 1990 avec le général Sori Doumbouya à l'époque comme secrétaire général, Lamine Sidimé, nous étions ensemble, Komara, nous étions ensemble au CTRN, Kotoselou, nous étions ensemble au CTRN, la défunte Yvonne Condé et Mme Guilao, nous étions les 3 femmes. Et au sortir de là, en 1991, en 1992, j'ai été nommé secrétaire d'État aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance. Et j'ai rédigé tous les textes pour aller à Beijing. J'en étais la présidente nationale pour rédiger les textes, la grande conférence internationale des femmes en 1995. Et au sortir de là, j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts, où certainement la Guinée m'a beaucoup connue. J'étais la petite fille en botte et en casquette, courant partout à travers les champs. Et parce qu'avec la jeunesse à 36 ans, je pensais que je pouvais transformer le monde. Et je pense qu'on a fait des choses à l'époque. Quand je suis sorti du gouvernement, j'ai été nommé présidente du conseil d'administration de l'Office national de la main-d'œuvre. Donc vous voyez, je reviens à mes premiers amours du monde du travail. Et en 1998, j'ai été nommé membre du Haut Conseil aux affaires électorales. J'y étais avec Luceni Fall, j'y étais avec Maître Kabele Kamara. Et j'ai été aussi cooptée par l'OUA pour être observatrice de l'OUA. Et c'est nous qui avions observé la Constitution qui voulait que ne soit président en Côte d'Ivoire que étant de mère et de père ivoirien, le EIU. Nous sommes allés observer à l'OUA l'élection qui s'est passée là à cette époque. Mais ensuite, je me suis beaucoup investi dans la société civile. Dans la société civile parce qu'on n'a jamais fini de donner. Quand vous avez servi votre pays, quand vous pensez que vous avez des choses à donner, ce n'est pas parce que vous avez un poste qu'il faut croiser les bras. Quand je suis sorti du gouvernement et que j'ai fait tout ça, je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école, je suis allé avec... parce que j'étais membre de la société civile, comme je le disais, l'USAID m'a invité
à un séminaire de formation sur la coopération entre les civils et militaires à Harvard University. Ça, c'était en 2001. Nous sommes donc allés faire un mois de formation dans cette prestigieuse université. Mais ce que je ne vous ai pas dit avant, c'est que quand j'ai fini mes études à l'université Gamal Abdel Nasser, j'ai bénéficié d'une bourse de Humphrey Fellowship. Hubert Humphrey a été vice-président des États-Unis sous Mondale. Et il a mis en place un système qui permet aux cadres des pays du monde, des jeunes cadres des pays du monde, d'aller en contact des États-Unis pour voir quelle exemplarité on peut prendre dans l'administration, dans le secteur privé, quel que soit ce que vous faites, mais allez regarder le success story des États-Unis, pourquoi ils en sont là et comment vous pouvez dupliquer ça chez vous. Donc je suis venu aux États-Unis ici en 1984, avant que je n'ai été inspecteur général du travail. J'étais à American University à Washington, où j'ai fait une année académique sur les relations internationales et la gestion du développement. Donc quand je suis revenu à Harvard, c'est que je revenais dans le système académique pour la deuxième fois aux États-Unis. Et de là, je suis allé aussi au Québec, je suis allé à l'ENAP du Québec pour voir la réforme de l'administration et le développement, la modernisation de l'administration et la réforme de la fonction publique. Là aussi, j'ai fait un mois d'études après que je sois sorti du gouvernement. Volontairement, je me suis remise en cause parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, dans mon background, j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est à cause de tout cela que le professeur Alpha Condé a jugé utile de me faire appel en tant que technocrate pour mon background, pour venir m'investir dans le secteur des affaires étrangères en Guinée. Je suis là aujourd'hui, je suis en train de faire le diagnostic des affaires étrangères. Il y a beaucoup de choses à faire, vous en apprenez beaucoup de choses, mais on peut les corriger avec la volonté. Ce qui m'intéresse d'abord, je suis arrivé, j'ai fait appel à tous ces anciens ambassadeurs, à tous ces anciens ministres des Affaires étrangères qui ne sont plus en poste, mais qui, je pense, qui ont des choses à donner. Donc, je les ai invités à une rencontre pour leur dire de me faire le diagnostic de ces secteurs et de me dire qu'est-ce qui a marché hier et qui a fait la renommée du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui n'a plus marché et pourquoi et comment les corriger. Ils m'ont fait cette étude que j'ai au bureau, que je suis en train de regarder. Je leur ai donné un bureau dans mon ministère. Je dis, je ne souhaite pas que des cadres de votre trempe viennent s'arrêter sous les manguiers ou se promènent et ne savent que faire. Je veux avoir un pool de conseillers. Je ne dis pas que je prendrai tout ce que vous me direz pour argent comptant, mais je souhaite votre collaboration, qu'on ait des discussions sur des questions importantes pour, n'est-ce pas, que notre diplomatie reprenne sa place d'antan. Et vous savez d'ailleurs, le premier diplomate de la Guinée, c'est le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé qui court de partout sur le globe pour que la Guinée retrouve sa renommée. Cette Guinée des indépendances des années 60, cette Guinée de la lutte de libération de l'Afrique, cette Guinée de l'OCI, cette Guinée du groupe des 77, cette Guinée des pays non alignés. La Guinée qui hier était sur tous les fronts, il se bat aujourd'hui pour que la Guinée retrouve cette aura-là. Et l'Emcrac, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, le professeur Alpha Condé est mon ami, c'est un ami à moi, et je pense que c'est une chance pour la Guinée depuis si longtemps. Je pense que c'est une très bonne chose si ses pairs sont tombés d'accord pour lui confier l'électrification de toute l'Afrique. C'est à cause effectivement de son implication lors de la COP21. Et je pense que, donc c'est lui le premier diplomate, je mets en œuvre la politique qu'il me dit de faire, et cette politique, je vais la faire en concertation, non seulement avec ceux qui ont été là, mais ceux qui sont en poste. Je pense que c'est une équipe qui gagne. Les affaires étrangères recèlent de beaucoup de potentialités. Je suis arrivée ici, je suis heureuse de découvrir. Il dit, c'est la première fois, madame, qu'un ministre s'intéresse à nous et nous invite à une réunion. Je dis, mais vous êtes important. Vous êtes un maillon de la chaîne
Si ce maillon-là est grippé, tous les autres maillons le seront. Quand nous arrivons, nous avons besoin d'avoir un cadre de travail propre, décent, pour produire. Et vous êtes à la base de ça. Je vous remercie de faire votre travail parce que vous êtes important. Balayer la cour, c'est important, c'est votre boulot. Faites-le du mieux que vous pouvez. Laver les cuvettes, c'est important. Faites-le du mieux que vous pouvez. C'est votre boulot, c'est votre gagne-pain. Donc pour moi, c'est une équipe de travail. Ça, c'est une équipe qui travaille ensemble dans une dynamique pour faire un travail d'ensemble. J'ai institué la montée des drapeaux aux affaires étrangères. Tous les 8 heures que Dieu fait, nous sommes là. Je ne l'ai pas fait pour torturer mes travailleurs. Je l'ai fait tout simplement pour rebooster le moral, pour faire comprendre aux travailleurs du ministère des Affaires étrangères qui sont dans un ministère de privilèges et que l'exemple vient d'en haut et que nous avons affaire à des partenaires étrangers. Quand ils sont là, qu'ils voient qu'il y a des travailleurs non seulement compétents, mais consciencieux. Je voudrais que ce matin-là, tous les matins, en regardant la montée du drapeau, que ça leur fasse quelque chose pour rebooster leur morale, pour les remettre au travail. Il est vrai qu'il y a beaucoup de travail d'intendance qu'il y a à faire, mais vous savez, Ebola est passé par là, nous n'avons pas assez d'argent. Mais je pense qu'avec la volonté, on pourra transcender tout cela. Ça, c'est ce qui concerne évidemment la marche interne du ministère. Mais par rapport à la politique internationale, voilà. Ce qui est important, par rapport à la politique internationale, d'abord, le ministère des Affaires étrangères, c'est d'abord nos voisins immédiats. Il faut être en bon terme avec nos voisins immédiats. Aujourd'hui, nous sommes présents au Mali. C'est important. Les Guinéens sont des Maliens, les Maliens sont des Guinéens. Vous le savez de par l'histoire. L'empire du Mali, vous savez que c'est notre empire commun. Nous sommes donc présents au Mali, c'est notre devoir. Nous sommes présents partout ailleurs, nous l'avons été, c'est notre devoir. Donc, le premier rôle d'un ministre des Affaires étrangères, c'est de veiller à ce que nous ayons des meilleurs rapports avec nos voisins. Nous sommes dans la MANO, nous sommes dans la CEDEAO, nous sommes l'Union africaine. Tous les dossiers qui sont là, nous devons le faire en concert. Parce que si l'Afrique travaille la main dans la main, l'Afrique déjà est un très grand marché. Si l'Afrique travaille la main dans la main, l'Afrique déjà, c'est une puissance. L'Afrique n'est pas le dernier continent à potentiel démuni. Nous sommes plutôt l'un des continents, si le continent le plus riche au monde. Et donc le travail du ministre des Affaires étrangères, c'est de s'ancrer d'abord en Afrique avant de s'ancrer au monde. La dernière réunion que nous avons faite, nous avons proposé au chef d'État qu'on puisse instituer un passeport africain. Un passeport africain qui puisse permettre à tout Africain d'aller partout en Afrique. Parce que quel est le problème de l'Africain? Nous connaissons mieux l'Europe que nous ne connaissons l'Afrique. Nous connaissons mieux l'Amérique que nous ne connaissons l'Afrique. Et si nous ne nous fréquentons pas, si nous ne nous connaissons pas, comment voulez-vous que nous puissions travailler ensemble? Donc, il faut d'abord permettre la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi permettre que les infrastructures de toutes sortes soient construites en Afrique. Que ces infrastructures soient routières, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient aériennes, qu'elles soient maritimes, il faut des infrastructures pour échanger parce que le commerce a décidé de l'évolution du monde, je ne vous le dirai pas. Quand ils ont pris leur bateau, les Hollandais, qu'ils ont découvert le monde, ils ont échangé avec nous, ils nous ont envoyé comment j'appelle ça, leurs jésuites et autres. Nous avons échangé, ils ont échangé avec le monde, c'est ce qui a permis l'évolution du monde aujourd'hui. Dans les années 50, vous savez que l'Afrique avait un niveau de vie plus élevé que l'Asie, mais en comparaison, comment est-ce que l'Asie nous a dépassé? Les infrastructures. Donc, je pense que la politique que nous devons avoir, c'est la politique de paix. Et cette politique de paix ne peut pas aller sans la sécurité. Et par les temps qui courent, l'insécurité aujourd'hui est à nos portes. Il faut aussi veiller à ce qu'il y ait une très bonne communication, une très bonne intelligence avec nos voisins pour préserver notre pays de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la paix, la sécurité,
le développement, les meilleures relations, le rayonnement de la Guinée sur le plan international. Merci, madame. Vous dites, she speaks English though, she have a critical thinking. Moving forward, vous avez vu qu'elle a vécu aux États-Unis, elle parle bien anglais et français. Et ce n'est pas à nous de vous le dire, à nos téléspectateurs ou ceux qui sont avec nous sur aminata.com. Elle veut changer le monde, c'est ce qu'elle nous a dit. Changer le monde, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont à l'étranger. Aux États-Unis, ici, en Angola, il y a des problèmes et partout ailleurs. À chaque fois qu'il y a un problème, un Guinéen est tué à Ohio ou un Guinéen est tué en Angola, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'elle est à la fois ministre des Affaires étrangères et ministre des Guinéens de l'étranger. Madame, qu'est-ce que vous faites pour le ministère des Guinéens de l'étranger? Le ministère des Guinéens de l'étranger est inclus dans le ministère des Affaires étrangères, comme un tout. Donc j'étais très heureuse pour commencer d'avoir rencontré le bureau des Guinéens de New York, New Jersey et Connecticut, qui parlent aujourd'hui une même langue. Nous ne pouvons pas travailler sans la diaspora. Nous savons quel est l'apport de la diaspora à l'économie de nos pays. Nous avons besoin de canaliser cet influx financier au sein de l'économie nationale. Donc nous allons largement travailler avec les représentants des Guinéens à l'étranger. Quant à ce qui se passe en Angola, je me suis rencontré à Addis Abeba avec le ministre angolais des Affaires étrangères. Nous avons discuté. Nous sommes en train de discuter pour avoir un accord. Ce qu'il m'a dit, le ministre dit, le premier accord qu'on peut faire pour les Guinéens de l'étranger, c'est un scoop hein, que vous avez là. Le premier accord que l'on peut faire pour les Guinéens de l'étranger en Angola, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont des occupations licites et qui ont des affaires, qui travaillent bien, qu'on les régularise pour commencer. Et pour les autres, que nous ayons une discussion pour voir ce que nous allons faire pour la suite. Ça, c'est pour ceux qui sont de l'Angola. Pour tous ceux qui sont tués à travers le monde, c'est dommage, c'est triste, mais on ne peut pas surveiller tous les Guinéens de par le monde. Il faut simplement faire en sorte que les Guinéens soient toujours mieux organisés pour veiller sur nos enfants, parce que c'est les jeunes qui en pâtissent. Il faut que les organisations des Guinéens à l'étranger puissent faire en sorte que nous puissions encadrer nos enfants afin qu'ils ne se fassent pas tuer quelquefois quand vraiment c'est trop bête et que quand vraiment c'est trop triste. Mais quand un Guinéen meurt quelque part, c'est comme si c'est l'humanité qui disparaissait parce que le Guinéen est important pour la Guinée. Tous les Guinéens doivent apporter quelque chose à la Guinée et surtout la jeunesse, c'est notre avenir, c'est notre futur. C'est pour eux que nous traçons tous ces sillons afin qu'ils puissent demain s'y engager et en faire des lumières. Oui, nous sommes très contents d'entendre cela parce que nous sommes tous les Guinéens de l'étranger. À part de ça, et nous avons, la dernière fois nous avons rencontré, comme madame vient de le dire, l'association des ex-ambassadeurs du Mali qui étaient venus aux Nations Unies pour promouvoir leur association. Et nous espérons bien que la même association sera créée en Guinée pour permettre à nos frères qui ont occupé des postes vraiment très importantes et sont rentrés en Guinée et leur avis est demandé. Madame parle bien anglais, elle parle bien français, elle est venue rencontrer Aminata aujourd'hui. Madame, quel est votre dernier mot pour la prochaine fois? On se rencontrera et vous allez nous dire de plus parce que vous serez observé par Aminata tout au long de votre séjour et de votre parcours au ministère des Guinéens de l'étranger. Merci beaucoup. Pour ceux qui est de l'association des ambassadeurs, elle existe déjà. Elle a plusieurs années, il y a une association des ambassadeurs en Guinée. Il faut certainement la raviver. Ces derniers temps, je pense qu'elle a beaucoup baissé le niveau parce que le président en était Nabiyullah, le défunt Nabiyullah. Et c'était donc les premiers ambassadeurs qui ont fait ce mouvement. Il faut donc le raviver. Mon dernier mot, c'est que la Guinée est nôtre. La Guinée des Guinéens est nôtre. La Guinée est diverse mais une. Je pense que c'est notre diversité qui fait notre spécificité. Le Guinéen n'a pas de choix que de travailler avec le Guinéen. Il faut que donc tous les Guinéens se donnent la main pour avancer. Je serai observé par aminata.com, c'est vrai, mais je souhaite que aminata.com participe aussi à m'apporter
pour la gestion de mon ministère et me donne des ressorts pour cela, pour que je puisse vraiment faire de ce ministère l'un des meilleurs ministères de la Guinée, à partir du moment où c'est un ministère de privilèges, c'est un ministère de privilèges, c'est un ministère qui montre la Guinée à l'extérieur et que ce que c'est que la Guinée. Donc vous de la diaspora, je compte beaucoup sur vous pour que ce ministère-là puisse briller de toutes les lumières. Alors là, vous avez entendu, il ne s'agit pas seulement de Aminata.com, il s'agit de tous les Guinéens de l'étranger de travailler avec Madame la ministre et travailler avec vos ambassadeurs pour la promotion de notre pays et l'avancement de la démocratie dans notre pays. À bientôt et nous verrons Madame sur d'autres antennes. Merci, bye bye. Ouais, merci. Merci.